Bonjour mes amis, c'est vendredi, bon retour aujourd'hui. Comme vous le voyez, nous avons des vidéos croustillantes à vous montrer. Je pense que vous pouvez deviner que cette vidéo vient de Russie et l'Est est magnifique. Nous avons beaucoup de vidéos à ce sujet. C'est un train de carburant qui va de la Russie vers la Biélorussie et il a explosé. Pas besoin d'être un expert pour le voir. Ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'il y avait un chauffeur de camion qui est monté sur les rails et a essayé de freiner, avant. D'après les versions non officielles au moins. Donc on pourrait penser que c'était une erreur. Le chauffeur a mal évalué la vitesse du train et il s'est retrouvé directement sur les rails. Le train l'a percuté de plein fouet. Et le résultat est juste ici pour que vous puissiez le voir. La Russie continue de nous en offrir. Ces vidéos sont vraiment très agréables à regarder visuellement si vous les regardez. Et quoi cet accident? Appelons-le comme ça. Je pense que c'était un accident. Ce que ça a fait, ce n'est pas seulement un gros boom et de belles vidéos pour nous. Cela a fermé l'un des principaux points de connexion entre la Russie et la Biélorussie. Parce que cette intersection exacte où cela s'est produit près de Ryazhkova est une ligne ferroviaire à voie unique, une connexion à une seule voie entre la ville biélorusse de Vitebsk et la ville russe de Smolensk. Maintenant, la frontière biélorusse-russe se trouve à environ 25 km de cet accident. Cela signifie que cette ligne ferroviaire à voie unique est maintenant fermée. Mais elle n'a pas seulement fermé la voie ferrée, elle a aussi fermé l'autoroute. Comme on peut le voir directement sur ces vidéos, l'autoroute traverse directement cette ligne ferroviaire. Et ce train est maintenant bloqué parce que la majeure partie est en train de brûler, comme vous pouvez le voir. Et c'est très agréable, je vais vous laisser en profiter. Regardez aussi ça. Nouveau jour, nouveau train en feu en Russie. Je vous en prie, mes amis, je poursuis sur ce sujet. Nous savons maintenant que la Russie extrait plus de pétrole du sol que les mois et même les années précédentes, presque autant que pendant les mois records. Parce que, regardez ce graphique, cette ligne rouge montre les exportations de pétrole brut russe et cette ligne bleue montre les revenus pétroliers de la Russie. Vous pourriez demander pourquoi les exportations de pétrole brut augmentent alors que les revenus diminuent. C'est un paradoxe. Mais attendez mes amis, cette ligne jaune ici représente le total des frappes ukrainiennes sur les raffineries de pétrole. Si cela augmente, vous voyez que la Russie extrait plus de pétrole brut. Incapable de le raffiner, il l'exporte. Mais le pétrole brut, c'est bien moins cher. Les produits pétroliers au raffiné comme le diesel et l'essence. Donc, les revenus pétroliers chutent de fortement, alors que la production de pétrole augmente. Ce n'est pas un paradoxe, c'est tout à fait logique ici. Comme dans chaque vidéo. Mes amis, j'ai de nouveaux extraits pour vous de stations-service en Russie qui n'ont pas de produits pétroliers raffinés. Nous parlons bien sûr de diesel et d'essence, généralement d'essence, parce que dans celle-ci, vous pouvez voir qu'ils ont encore du diesel. Mais ceci est une compilation en Crimée. Et ce galvan a roulé, laissez-moi vous dire, 70 km de Kostopil à Yalta et retour, et il n'y avait pas d'essence nulle part. Il a filmé toutes les stations-service du trajet, elles sont toutes vides. Il n'y a rien là-bas. Cette voiture était complètement choquée, mais j'ai toujours cette question. Je veux dire, ces gars qui roulent partout, filmant ces stations-service vides, je veux dire, ils conduisent des voitures. Où trouvent-ils de l'essence? Peut-être qu'ils ont des voitures diesel ou hybrides. En Russie, s'il n'y a pas d'essence actuellement. Donc posséder une hybride ou une voiture électrique est un avantage. Tu t'en sors bien, mais cette vidéo soulève plus de questions. Il y a une longue file à la station-service. On a l'habitude de les voir maintenant. Mais là, il fait beau, il fait bon. Ces gars-là tombent sûrement leur moteur, non? Aucun problème. Imagine que 3 ou 4 mois passent, on est en janvier ou février. Il va faire froid, il va neiger et il y aura du vent. Tu fais la queue pour l'essence, ta voiture est en train de tomber en panne d'essence. Tu ne veux pas couper le moteur parce que tu as besoin du chauffage, parce qu'il fait super froid. Tu as besoin de chaleur, mais tu vas tomber en panne d'essence encore plus vite. Donc, dans les conditions hivernales, ces situations deviennent beaucoup plus sombres et plus dures. Tout le monde va tomber en panne d'essence en attendant dans ces files, sinon ils vont geler. Donc, quand l'hiver arrivera, tout cela sera bien pire, de façon exponentielle. C'est lié au sujet du manque d'essence et de diesel, parce qu'il n'y a plus de raffineries, parce qu'elles sont détruites et endommagées. Pourquoi la Russie ne répare-t-elle pas ses raffineries ? Je veux dire, ils devraient pouvoir le faire, ou sinon, pourquoi n'ont-ils pas acheté de nouvelles pièces à la Chine? Eh bien, ils le font, mais ce sont des pièces et des modules chinois qui remplacent les modules occidentaux.
Parce que oui, en ce moment, les raffineries russes elles sont principalement construites par l'Occident. D'ailleurs, les modules russes ne sont pas si bons. Pourquoi? Laissez-moi vous lire un passage. Le problème avec la Chine, c'est que vous risquez de recevoir des boulons chromés plutôt qu'en acier inoxydable. Ils les enverront avec un seau, oui, mais c'est un faux. Une rectification de boulons mal réalisée, c'est la différence entre une explosion et un travail sans accroc. Oui, avec des raffineries et des industries qui fabriquent, par exemple, des moteurs à réaction, des modules de raffinerie de pétrole, des choses comme ça. Zéro corruption, zéro erreur doit être la norme. Sinon, vous savez, Tchernobyl 1986, je veux dire, ce genre de choses, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. On peut avoir de la corruption dans l'industrie alimentaire ou dans d'autres secteurs. Mais dans ce domaine, cela entraînera de très grosses explosions ou l'arrêt des raffineries. Des goulets d'étranglement vont survenir dans la chaîne d'approvisionnement si graves qu'ils seront irréparables. Des modules entiers devront être remplacés. Et avec les sanctions, il serait plus qu'impossible pour la Russie de réparer une seule raffinerie en moins de 6 mois. Voilà, c'est dit. Et maintenant, mes amis, un sujet que nous n'avons pas abordé depuis longtemps, mais qui a toujours un impact massif sur les revenus russes. Opération Toile d'araignée. Quel est l'impact de l'opération ukrainienne consistant à faire voler des drones depuis des camions? Maintenant, presque 1 an plus tard? Eh bien, regardez cette vidéo. Voici le Kazakhstan. Ces camions, par milliers, sont bloqués à la frontière kazakhe. Le service fédéral de protection russe et les forces de sécurité intérieure exigent désormais la fouille de chaque camion entrant en Russie. Pourquoi chez moi? Parce qu'à un moment donné, d'énormes quantités de drones ukrainiens en sortaient. Ils n'étaient plus pas fouillés. Maintenant, il n'y a plus de drones ukrainiens. Mais chaque camion est arrêté. Ralentir la circulation de l'argent et des marchandises, créer des goulets d'étranglement aux frontières et dans les chaînes d'approvisionnement. C'est tellement mauvais pour tous ceux qui font des affaires en Russie. Et tout ça parce qu'il y a presque 1 an, 5 de ces camions transportaient au cran des drones ukrainiens et un tiers de la flotte nucléaire russe a été anéanti. Vous voyez, c'est ainsi que la psychologie en temps de guerre inflige une douleur massive et immédiate aux armées, aux économies. Plus de camions de drones, plus d'opérations toile d'araignée. Mais la psychologie, la peur, immobilise des milliers de camions. Ça les fait attendre, ça fait attendre l'argent, qui est de l'argent pour l'économie de guerre russe. Je conclus ici la partie sur l'économie russe et nous passons maintenant aux actualités internationales. Et je veux vous lire une chronologie des provocations russes envers l'Occident. Parce que ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma et il y a un lien très clair avec cela, avec la guerre en Ukraine. Après une attaque de drones contre la Pologne le 9 septembre, la Russie a envoyé des drones en Roumanie le 13, des avions de chasse en Estonie le 19, puis a survolé la Pologne et mené des exercices le 20 septembre. Des drones au Danemark, en Norvège, en Suède, le 23 brouillage d'un avion du ministère de la Défense espagnol, le 24, et encore des drones au Danemark, le 25. Je dois mentionner la Suède, le Danemark, la Norvège. Ces drones n'ont pas été confirmés comme étant russes, mais disons qu'ils l'étaient en temps. Le lien avec cela, c'est que la Russie affirme que ces frappes en Crimée, nous allons en parler plus tard dans cette vidéo. Mais ces frappes n'ont pas pu être faites par l'Ukraine, elles nécessitent le renseignement de l'OTAN. La Russie a donc accru les provocations envers l'OTAN, survolant par exemple l'espace aérien estonien, car l'Ukraine a intensifié ses frappes en Crimée. Mais je dois vous dire, c'est bien l'Ukraine. Sans l'OTAN, les Russes ne peuvent tout simplement pas croire que les Ukrainiens soient capables de produire des drones longue portée, capables de neutraliser leur défense aérienne en Crimée sans l'aide de l'OTAN. Je suis ici pour affirmer le contraire. Ils en sont capables. Ils le font depuis 2 ans. En continuant les provocations envers l'OTAN, surtout les pays baltes, il s'est passé quelque chose d'étrange hier, comme un bug dans la matrice. Parce que ce sont des chasseurs hongrois, des Saab Gripen achetés à la Suède, mais c'est l'armée de l'air hongroise qui a intercepté des chasseurs russes près des frontières lettonnes. 5 chasseurs russes Su-30 Su-35 et 3 MiG-31 ont été interceptés par les Gripen hongrois. La Hongrie, pourtant l'un des plus proches alliés de Poutine dans l'Union européenne, voit maintenant son armée de l'air intercepter celle de la Russie. On dirait un bug dans la matrice. Vous vous demandez, pourquoi les pays baltes n'abattent-ils pas les avions russes pendant 2 ans? J'ai déjà abordé ce sujet, mais je dois en expliquer la nuance.
Les pays baltes n'ont pas de force aérienne capable d'abattre les avions russes. La Finlande et la Pologne en ont une, pas les pays baltes. Notre défense aérienne est actuellement assurée par des chasseurs venus d'Italie et d'autres chasseurs en Lituanie, ainsi que par certains provenant d'autres pays de l'OTAN. Ce sont eux qui décideront quand et s'il faut abattre des avions russes. L'Estonie suivra les directives de l'OTAN, les règles d'engagement de l'OTAN, ce qui signifie que s'il y a un avion de chasse russe dans l'espace aérien estonien, soit. Nous devons essayer de l'abattre avec nos Mistral ou nos missiles anti-aériens portatifs qui ont une portée maximale de 8 km. Ou si un F-35 doit l'abattre. L'ordre vient d'Allemagne, du quartier général de l'OTAN. Vous savez, les Allemands ne sont pas les plus rapides à réagir face à cette menace venant de la Russie. Donc c'est comme ça. Nous, en tant qu'Estonie, en tant que pays de l'OTAN, nous respecterons la chaîne de commandement de l'OTAN. Mais c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas abattre les avions russes avec nos propres avions, parce que nous n'en avons pas. Et les Allemands ne réagissent pas aussi rapidement que nous ici. Et dans le contexte de toutes ces manigances et de la Russie qui provoque les pays baltes et les pays de l'OTAN, il y a BIT-HEXF des États-Unis qui convoque 800 généraux à une réunion. Une réunion très secrète. Personne ne sait de quoi il s'agit, mais nous savons que 800 généraux des États-Unis ont été convoqués, également des amiraux. Maintenant, corrige-moi si je me trompe, mais les États-Unis sont censés avoir quoi? Environ 900 généraux au total. Donc 80 à 90% de toute leur force de généraux militaires a été convoquée à une seule réunion, qui aura lieu le 30 septembre. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis impatient. Et tout cela se déroule sur fond de ces provocations russes. Donc, mardi 30 septembre, je serai scotché à mon ordinateur pour savoir ce qui va se passer. Maintenant, mes amis, je vais vous lire le meilleur commentaire de la vidéo précédente. Et il vient de Jay Walls Media. Arthur, je suis un Américain avec une estonisation de la politique étrangère. Je suis content de l'entendre. Qu'est-ce que l'estonisation? C'est quand vos opinions envers la Russie deviennent négatives et très agressives. Bienvenue, c'est bien d'avoir un peu d'estonisation. Mais je suis aussi tombé follement amoureux d'une Estonienne. Et votre pays, je vous souhaite le meilleur ainsi qu'au peuple balte. D'Alain et d'Artu me manquent, tout comme les journées paisibles en Estonie. Heureux que vous étiez là, mes amis. Venez nous rendre visite si vous ne l'avez jamais fait. Maintenant, mes amis, je vais écorcher quelques noms, achetez-moi un café, membres mensuels, dont 2 sont anonymes. Ou non, peut-être qu'ils l'ont fait exprès. Somaona 1 et Somaona 2. Ensuite, nous avons Jérémy et Madi, et enfin Greg Brava. Merci à vous 4. Si vous aimez ma chaîne, le lien Buy Me a Coffee est en description. Mais maintenant, mes amis, nous allons sur le front avec une vidéo vraiment croustillante. Parce qu'il s'agit d'un navire de surface sans pilote ukrainien, c'est-à-dire un drone sur l'eau, et il est entré dans le port de Duops, port militaire de la Russie, sur la côte de la mer Noire. Regardez-moi ça. C'est le premier drone qui est entré. Elle a été pris pour cible. Vous pouvez voir les éclairs de bouche ou les éclaboussures dans l'eau. Pas avec des missiles, mais avec des armes légères. Les troupes russes ont pu tirer maintenant partout dans cette zone. Et ils l'ont effectivement touché car ce drone, après quelques secondes dans la zone portuaire, ralentit et reste immobile sur l'eau. Oui, c'est le résultat. Ils en ont détruit un, mais il y en avait un autre. Qu'est-il arrivé au second? Merci de poser la question. Cet homme russe ici regarde depuis une position élevée avec sa grand-mère Babouchka. Regarde, mamie. Le bateau est entré dans le port et il tire monter sur ce drone de la même manière. Mais ce drone n'en est pas touché. Il va vraiment vite, puis il fait un demi-tour très brusque. Regarde ça, laisse-moi voir. Il a fait le demi-tour, et maintenant il va donner un petit bisou à la jetée de ce port. Regardons ça aussi. Waouh, 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 vraiment waouh. Maintenant, je vous montre à nouveau une vidéo du premier drone qui était tombé à l'eau. Et ici, vous pouvez voir des touristes russes internes, donc des Russes qui viennent à la mer Noire pour profiter de l'été ou du mois de septembre. Portant bien sûr un t-shirt Balenciaga et une casquette Nike. Regardant ce drone ukrainien mort dans l'eau, se faisant tirer dessus par les troupes russes avec des kalachnikovs, c'est comme ça. C'est leur défense portuaire.
et ils ont réussi à détruire un des drones. Voici une autre vidéo filmée en hauteur par le deuxième drone qui a bien frappé. Juste pour vous donner un meilleur aperçu de cela. Bada bim bada boum, la belle liberté exportée. Allons-y avant d'aller à la carte des lignes de front. Mes amis, je vous présente un soldat volontaire américain combattant pour l'Ukraine. Il nous offre une perspective précieuse que nous n'aurions pas en nous fiant uniquement à ces cartes et en exagérant les gains et pertes. Ce soldat nous apporte une perspective, une façon de regarder ces changements sur les cartes. C'est vraiment important si nous regardons cela chez nous. Quoi? Fait. Qu'est-ce que les Américains ne comprennent pas à propos de ce qui se passe ici? Il est frappant de voir à quel point les Russes avancent vite dès qu'une nouvelle ville est prise, beaucoup étant à seulement 5 minutes les unes des autres. Ceci a permis de gagner 6 mois. Après la chute de Bakhmut, ils sont à mi-chemin de Chassivyar. L'un de mes meilleurs amis est mort à Chassivyar il y a 1 an, à environ 3 km de l'endroit où il a été tué. Les Russes sont là, et Chassivyar n'est qu'à 15 km de Bakhmut. Quand on parle des grandes avancées de la Russie sur le terrain, je vois où était la ligne en 2014 et en 2022, juste en bas de la colline, dans la ville voisine. On parle souvent de la chute de Bakhmut, Avdiivka, Chassivyar ou de Kupiansk comme prochaine, illustrant les grands changements dans ces batailles. Ces villes, pas Kupiansk, mais Avdiivka et Bakhmut, sont à 10-15 minutes en voiture l'une de l'autre. Donc si vous pensez à ces zones qui sont à 10 minutes d'où vous regardez cette vidéo, c'est la différence de 2 années de combat et de centaines de milliers de victimes. C'est juste pour vous donner cette perspective. Ces changements de cartes sont très mineurs si vous regardez la taille de l'Ukraine. Mais regardons Dobropilia. Ici aussi, nous pouvons adopter cette perspective. J'ai choisi cette carte, cette photo, car elle est très facile à regarder. Il y a 3 encerclements formés dans cette zone. Le premier, près de Koucherifiar, est le plus ancien. Le deuxième, Tchakova, existait il y a environ une demi-mois. Et le troisième, près de Païkivka. Juste ici, c'est le plus récent. Et ce qui est intéressant avec le troisième, c'est que cet écart juste ici avec l'armée principale russe n'est pas connecté. Je veux dire, les troupes ukrainiennes ne sont physiquement pas dans cet écart, ils contrôlent cet écart avec leurs drones, et les Russes font aussi voler leurs drones ici. Les Russes consentent encore d'envoyer plus de troupes pour rejoindre le troisième encerclement de Baïkiva, mais les Ukrainiens les détruisent toujours avec des drones. C'est intéressant car dire qu'une zone est encerclée implique normalement la présence de troupes partout, ce qui n'est pas le cas. Cette zone n'a pas de troupes ukrainiennes ici. Mais il y a des drones, une quantité massive de drones, donc c'est effectivement encerclé. Si certains parlent de plusieurs encerclements et de milliers de soldats, en réalité, personne ne sait. Mais c'est 500 ou moins bien en dessous. Probablement. Je pense qu'on parle de quelques centaines de soldats russes qui sont encerclés ici, pas de milliers. Et deuxièmement, quand on pense à des encerclements, on se dit « Oh, ils sont immédiatement éliminés ». Non, cet encerclement de Koucherivar, ici, c'est, regardez quoi. Environ 50 soldats, les Ukrainiens n'accentuant pas l'encerclement, ils le maintiennent simplement. Ils affament les soldats sans épuiser leurs forces, cherchant à les préserver. Finalement, ces gars-là devront se rendre, parce qu'ils vont manquer de tout. Nourriture, eau, munitions, tout. Oui, il n'est pas nécessaire de forcer ici. Les effectifs ne sont pas aussi importants qu'on le pense. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale, 1 million de soldats encerclés. Non, ça n'arrivera pas. Dans cette guerre, il n'y a ni blitzkrieg ni déplacement rapide sur la carte. Tout avance assez lentement comparé à d'autres guerres dans l'histoire, donc les chiffres sont aussi plus petits. Maintenant, mes amis, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Je n'aime pas vous l'annoncer, mais pour la vérité, je dois le faire. La Russie a frappé le terrain de drainage ukrainien. Et ils l'ont fait très efficacement. C'était une frappe très réussie, malheureusement. Nous avons des images claires. Ce n'est pas de la propagande, c'est vrai et je suis là pour le confirmer. Des images montrant 10 drones russes, Gerand 2 et Gerand 3 frappant le terrain d'entraînement de Ancharivska à Cherniki, Voblast. Nous regarderons l'emplacement bientôt. Avant ces frappes, 2 missiles balistiques Iskander-M ont également touché la zone, donc c'était une frappe combinée. Maintenant, un terrain d'entraînement à Chernikiv, c'est dans le nord de l'Ukraine. Laissez-moi vous montrer l'emplacement. C'est tout près des frontières biélorusses et russes. Regardez, ce drone a sans doute été lancé depuis la Biélorussie. Je crois que les missiles venaient de Russie.
Le fait est que ce terrain d'entraînement a une concentration de troupes ukrainiennes. Mais il n'y avait pas de drones intercepteurs, il n'y avait pas de défense aérienne, il n'y avait pas de système d'alerte précoce. C'est la responsabilité des officiers ukrainiens qui n'avaient pas changé la situation. C'est-à-dire l'efficacité de cette frappe russe. La responsabilité en incombe à ces officiers ukrainiens. Donc je dois en parler, parce qu'ensuite l'attention se portera sur ce sujet et peut-être que les choses changeront. C'est un problème systémique de certains officiers qui ne se soucient pas de leurs responsabilités ou de leurs troupes. Il y a des choses que vous auriez pu faire pour rendre cette frappe moins efficace. Des missiles balistiques Iskander-M, ils toucheront leur cible de toute façon. Mais ces Dix drones Gérant 2 et Gérant 3 peuvent être abattus très facilement avec des drones intercepteurs et des mitrailleuses de défense antiaérienne ou des équipes mobiles de défense antiaérienne. Et si vous avez une concentration de troupes sur un terrain d'entraînement, il est prioritaire de défendre cette zone. Et ils ne l'ont pas faite. Les officiers n'ont pas donné ces ordres ou ne s'y sont pas concentrés assez rapidement pour remplir ces responsabilités. Et maintenant, les Ukrainiens disent qu'il y a des pertes, mais ils ne publient pas le nombre. Quand il y a 10 ou 20 pertes, ils donnent toujours le chiffre. Quand il y en a plus, ils ne le font pas. Donc en regardant l'efficacité de cette frappe et la concentration là-bas, je pourrais dire que c'est en dessous de 100, mais au-dessus de 50, c'est mon estimation. C'est une lourde perte pour les Ukrainiens. J'estime environ 50 à 70 victimes. Donc oui, je déteste devoir l'annoncer, mais maintenant vous savez. Mais maintenant, mes amis, je veux terminer cette vidéo dans la partie consacrée au front avec de bonnes nouvelles. Et cela vient de Crimée, et c'est lié à la raison pour laquelle la Russie provoque les pays baltes et les pays de l'OTAN. En septembre, bien plus. Eh bien, parce que les Ukrainiens ont vraiment intensifié leur frappe sur la Crimée, ils le font de manière très efficace. Regardons une vidéo pour illustrer mon propos. Il s'agit de l'unité Brimari. Je ne sais pas comment le dire. Cela se traduit par fantôme. Et ces gars-là ont toujours le même style de séquence de drones. Ils volent sans cesse vers la Crimée, ciblant efficacement les capacités de défense aérienne et les radars. La Russie poursuit ses envois, Brimarev, les drones les détruisent toujours, mais cette vidéo montre autre chose. Un autre radar est mis hors service et voici un avion de transport. Antonov 26, le premier fonce dedans. Explosion ici, ça brûle, vous le voyez à l'écran. Il repère aussi le deuxième et le frappe. Les deux sont détruits. La Russie affirme que les frappes efficaces en Crimée ne peuvent être réalisées par l'Ukraine sans l'aide et le renseignement de l'OTAN. Voilà pourquoi ils affirment maintenant que la Russie est en guerre avec l'OTAN et que notre espace aérien est désormais provoqué. Eh bien, la vérité, c'est que l'Ukraine peut produire des drones à voilure fixe, elle est capable de le faire depuis au moins 2 ans, et de frapper la Crimée sans aucune intervention de l'OTAN. Les Russes n'y croient tout simplement pas. C'est pourquoi ils veulent se venger de l'OTAN ou provoquer l'OTAN. Je vais maintenant terminer cette vidéo avec cette nouvelle, mes amis. J'aime finir avec de bonnes nouvelles. Je vous apporterai la prochaine vidéo lundi, puis mercredi, puis vendredi. Chaque vidéo présente l'économie russe, les actualités internationales, puis les lignes de front, comme d'habitude. Si cela vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Et comme toujours, jusqu'à